Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui en direct pour une nouvelle émission. Ça faisait un certain temps que l'épicerie culturelle n'avait pas réouvert ses portes sur Radio Grand Lac. Une trêve due à la fête de Pâques et du lundi, jour férié institué par Rome, qui fait mémoire de la victoire du Christ sur la mort par sa résurrection. Alors même si pour certains, je sais, Pâques, c'est peut-être plus une commémoration de la douceur des œufs en chocolat et de ces réunions familiales. Alors la mémoire, le devoir de mémoire, c'est justement le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Nous évoquerons autour de ce sujet deux périodes sombres de l'histoire, les conflits de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'esclavage, la traite des Noirs. Deux sujets qui ont été portés en mémoire par bon nombre d'écrits, de documentaires et déliés fort heureusement bien des langues, entre autres. Mais finalement, à quoi ça sert tout ça ? De ressasser le passé. On ferait pas mieux d'oublier certains événements, tracer un trait et repartir d'une feuille blanche. Quelle est l'importance finalement de faire mémoire ? Alors, on se pose la question, bien sûr, on sait que c'est important, mais on ne peut s'empêcher de se dire, mais et si on partait d'une feuille blanche ? Comment on verrait les choses ? Comment on vivrait les choses ? Alors tout ça, pour parler de tout ça, j'ai avec moi trois invités et une quatrième aussi en ligne. Alors, dans le studio, Anya Unger, David Bonin, Ricky James et au téléphone, Christiane Matos. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. 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 Alors Anya Unger, vous êtes d'origine allemande, vous vivez en France, à Aix-les-Bains. Vous êtes réalisatrice de documentaires, dont L'Avion du lac, qui fait mémoire de l'histoire de l'avion allemand qui repose au fond du lac du Bourget, et d'un certain nombre encore de documentaires qui relatent de faits en lien avec les conflits de la Seconde Guerre mondiale qui opposent la France et l'Allemagne, entre autres. David Bonin, bonjour David, vous êtes musicien, ça fait à peu près plus d'une vingtaine d'années que vous exercez ce métier, vous êtes pianiste, organiste, et notamment vous êtes à l'origine du groupe Trouze, avec lequel vous travaillez sur des projets de création de mémoire de l'esclavage. Donc vous nous en parlerez un petit peu plus tout à l'heure. Avec aussi en ligne Christiane Matos. Bonjour Christiane. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Christiane, vous êtes originaire de l'île de la Martinique, vous êtes présidente de plusieurs associations dont les Amis des Antilles, Mémoire de l'histoire de l'esclavage en Saône-et-Loire. Vous êtes aussi à l'initiatrice du festival Outre-mer en Bourgogne qui d'ailleurs commence aujourd'hui. C'est ça Christiane ? Oui, tout à fait. Nous sommes d'ailleurs sur le circuit puisque nous sommes actuellement en retour de Digoin où nous venons d'intervenir dans une école de CM2 avec une historienne autour de l'histoire du chevalier de Saint-Georges. Très bien. Alors, on en parlera tout à l'heure puisqu'effectivement, vous avez créé la route de l'abolition de l'esclavage. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, Ricky James. Saône-et-Loire, parce qu'il y en a une autre dans l'est de la France. Champagné, Fort-de-Joux, c'était déjà toute une... D'accord. Un travail qui est déjà fait dans l'Est, mais en Saône-et-Loire, ça n'avait pas été fait. C'est vraiment une innovation. Donc, c'était à faire. Très bien, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, le quatrième invité, invité régulier, chroniqueur presque, Ricky James, artiste, musicien, philosophe, lui qui va nous aider et nous apporter son éclairage sur le sujet. C'est ça, Ricky ? Oui, mais certains de mes éclairages peuvent être obscurs des fois, parce que je suis partisan de l'indécision, n'est-ce pas ? Quand on part du principe que chacun a raison de son propre point de vue, mais que tout le monde pourrait avoir tort, c'est une bonne approche de l'idée de mémoire. Jean-Pierre, nous avons de l'aspirine. Alors peut-être avant de rentrer dans le sujet, on va peut-être pour dégrossir un peu et peut-être pour introduire plutôt le sujet, on pourrait se dire qu'est-ce que finalement la mémoire, qu'est-ce que c'est ? Le devoir de mémoire, qu'est-ce que c'est pour vous tous ici dans le studio et pour Christiane au téléphone ? Peut-être Christiane, vous voulez commencer ?
Donc, ça ne sera pas Christiane qui va commencer. Anya ou... Oui, alors tout à l'heure, vous disiez devoir de mémoire. Moi, j'aurais plus envie de dire il y a besoin de mémoire et envie de mémoire. Parce que quand on dit l'être humain pourrait partir d'une page blanche, moi, en tout cas, donc, quand je fais mes documentaires, je constate que ça ne fonctionne pas comme ça. En général, les personnes, à un moment donné dans leur vie, ils veulent savoir d'où ils viennent et à quoi ça tient. Et il est facile de dire on peut oublier. C'est en général parce qu'on n'a rien à penser. Mais quand je vois une dame de 80 ans qui me raconte comme elle a vu la dernière fois son père à l'âge de 9 ans et qui part pour mourir parce qu'il va être exécuté par les Allemands, vous pouvez pas dire à cette dame oublier Bien sûr. et faire un trait. Bien C'est pas sûr. possible. Et Bien elle a besoin d'être entendue. Et je pense nous on a besoin d'entendre. Bien sûr. Vous voulez réagir, Ricky, David? Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Et aussi sur le fait qu'on a besoin de nos ancêtres, on a besoin c'est nos racines, c'est le socle, c'est la base qui fait qu'on continue de monter et d'évoluer. Et c'est grâce à cette histoire qu'on va, je pense, devenir plus humain dans cette humanité qui... développer notre humanité. Voilà, c'est ça. C'est qu'on parle d'humanité, mais il y a plein d'endroits où elle a fait défaut, parce qu'on a été cruel à plein d'endroits, il me semble. Et c'est pas fini. Merci. Moi, j'aime bien quand les gens disent racine. Parce que je crois que la mémoire est une racine. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène devant lequel nous pouvons adhérer ou s'opposer. C'est-à-dire que la mémoire, c'est d'abord une faculté. Nous sommes des êtres qui durons. Et de ce fait, nous sommes des êtres qui nous souvenons. C'est mécanique. C'est d'ailleurs, durer, de mon point de vue, c'est se souvenir. Parce que ce qui fait le lien entre soi et soi, minute après minute, c'est de se souvenir. Le problème que le philosophe va avoir avec la mémoire, c'est que la mémoire est ce qui subsiste de ce qui a été, mais d'un point de vue. C'est ce qui fait la différence avec l'histoire, d'ailleurs, puisque l'histoire va se saisir de la science pour dire, bon, de ce qui subsiste, nous allons essayer de faire système, étude, mise à froid, rationalité. Mais la mémoire a ceci de particulier que elle est un fragment de ce qui a été, interprété par un point de vue. Et que ça fait l'objet de la plupart des débats sur la mémoire. C'est-à-dire qui se souvient de quoi, dans quelle position, avec quelle mémoire, avec quelle douleur, j'adore l'exemple de pris par Anya, à propos de la dame. C'est vrai qu'au nom de quoi pourrait-elle oublier? En a-t-elle seulement les moyens? Je crois que non. Et puis faut-il? Et puis faut-il? Merci, voilà. Toutes ces questions sont intéressantes. Donc je dirais, pour moi, la mémoire, c'est une espèce de tâche, c'est-à-dire la part visible de ce qui a été, qui subsiste en l'un ou l'une d'entre nous dans des conditions particulières. Et pour ça, la mémoire est une expérience à la fois arbitraire et partagée. C'est ce qui en fait la spécificité. Alors après, il y a quand même aussi, j'ai vu il y a 2 jours en fait un documentaire qui rappelait aussi le documentaire Le Chagrin et la Pitié. Donc un documentaire de non Problème de mémoire. Problème de mémoire, exactement. Alors on ira voir ça. Merci. Mais c'est génial en fait. Ouais. Donc en fait c'est un réalisateur allemand qui a quitté son pays et qui a Ophuls. merci Ophuls. Qui a donc en fait fait ce documentaire qui dure 4 heures en fait, qui va aller chercher finalement, qui va faire témoigner et interroger les gens sur ce qu'ils ont vécu de Clermont-Ferrand, puisque ça se passe en fait surtout à Clermont-Ferrand, comment ils ont vécu la guerre. Et en fait on se rend compte aussi finalement qu'il y a plein de personnes ne gardent forcément en mémoire cette période de la même manière. Et aussi, il évoque et il a une manière aussi de raconter, de mixer des choses, de mettre de la musique sur des images qui sont pas forcément en lien, mais en contradiction. Donc il y a aussi, je trouve que c'était aussi intéressant de pouvoir dire, faire mémoire, oui, mais il y a aussi de quelle manière aussi on arrive à être le plus impartial possible
et de ne pas finalement graver une mémoire et de notre point de vue, quand on est par exemple réalisateur ou cinéaste, ou même quand on crée des musiques peut-être en lien avec de toutes ces personnes qui font qui font un devoir de mémoire. C'est-à-dire il y a quand même aussi une vraie responsabilité d'être le plus impartial, ou en tout cas de ne pas tronquer. Voilà, l'idée c'est de se dire à quel moment en fait cette mémoire-là peut être gravée et tronquée. Alors j'ai un tout petit peu le souci de l'impartialité, parce que moi quand je pars faire un film, je dois avoir une grande capacité d'écoute. Je dois être capable d'entendre tout. Après, ça pour dire que je fais pas des films à thèse. Je pars pas avec une thèse préfabriquée et après je vais aller chercher des gens qui vont me confirmer ça. Après, j'ai quand même mon point de vue aussi. Je suis pas là pour célébrer la mémoire, par exemple, d'un nazi qui est toujours content aujourd'hui d'avoir été nazi et qui ne regrette rien. Ça, c'est pas mon rôle. Donc là-dessus, je pense qu'il faut peut-être un peu différencier. L'auteur peut avoir un point de vue, mais il doit l'assumer. Il ne doit pas abuser des témoignages et des mémoires des uns et des autres pour restituer ce qu'il il voudrait avoir remémoré. Mais moi, parfois, je me vois un peu comme un intermédiaire. Je porte la parole de gens pour les donner à entendre à un plus grand nombre. Alors, on va poursuivre avec vous, Anya, juste après la première pause musicale. On va écouter Think de Aretha Franklin. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Vous êtes à l'écoute, chers auditeurs de l'émission de l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Merci aussi à vous, chers invités, d'être venus ici et d'avoir accepté de témoigner, de partager aussi votre engagement par vos actions, votre dynamisme qui nourrissent la mémoire de l'histoire de la France. Ici. Alors, Anya, on va commencer par vous. On a déjà parlé un petit peu avant la pause musicale, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes réalisatrice de documentaires plutôt en lien quand même avec l'histoire, les conflits de la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. C'est un peu... Enfin, la vie m'a amenée vers ça. Vivant en France, en étant allemande, vous êtes assez souvent quand même confronté au passé. Ça commence par qu'on vous dit que vous, en tant qu'auteur-réalisatrice, vous avez une responsabilité un peu supplémentaire. Et oui, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et je suis un peu comme si je descendais à la mine et je fais des fouilles. Voilà, c'est une exploration, c'est un champ d'exploration. Alors au début, vous avez commencé vos études en fait dans la communication. Vous avez fait de la communication, vous étiez en lettres modernes, vous avez abordé la presse et très vite en fait vous êtes intéressé à l'image en mouvement. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et du coup, vous avez développé, vous avez poursuivi en fait par une formation continue de réalisatrice. Voilà, oui, je suis venue au documentaire petit à petit. J'ai commencé à faire des stages sur des courts-métrages de fiction, mais dès que j'avais touché au documentaire, j'étais perdue pour la cause de la fiction. En fait, j'adore rencontrer des personnes et pouvoir participer à leur vraie vie pendant une parenthèse. J'ai l'impression d'avoir vécu plein de vies. Parce que voilà, vous partagez le quotidien de quelques. Vous allez passer quelques semaines dans une ferme, vous allez passer des moments chez quelqu'un en Allemagne que vous aurez jamais de votre vie rencontré comme ça. Et à chaque fois c'est nouveau, à chaque fois c'est différent, à chaque fois c'est très riche. Et
souvent, je suis vraiment étonnée par la générosité des gens, leur envie de partager. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui vous mène sur les traces de la mémoire. Parce que, en général, quand vous prenez le temps pour entendre, écouter ce que les gens ont à raconter, ça devient très vite très passionnant. En tout cas, vous le réussissez très bien, puisque vos documentaires... Passé chez moi ou pas? Alors, on entend Christiane en même temps. Je crois que je vais couper. Pardon, Christiane, Christiane, vous êtes... Oui, je suis là, oui, Alors... je suis là. Bonjour, ouais, bonjour, oui. Parce que, en fait, Christiane, on vous entend en bruit de fond, on entend beaucoup en bruit de fond. Mais je suis en voiture. D'accord. Alors, est-ce que je peux vous rappeler dans quelques minutes, Christiane? Je suis arrivée chez moi, j'arrive dans le carrefour qui Très bien. indique Alors, Antillaise, mon établissement. Alors, je vous rappelle, parce que ça fait beaucoup de bruit, en fait, c'est un petit peu difficile à gérer. Je vous rappelle, je vous rappelle après la pause musicale, Christiane. Ah. Merci, désolée. D'accord. Merci, Christiane. Je fermais la vitre parce que je pensais que ça aurait été mieux. Ok. À tout de suite, Christiane. À tout de suite, merci. Merci. Oui, désolée. Ça, on est en plein direct. On est en plein direct. Oui, je disais en fait qu'il y a quelque chose de très fort, en tout cas dans vos documentaires, je trouve, c'est la place de l'émotion. Et je trouve que c'est pas du tout évident. Alors, vous avez parlé de la qualité de l'écoute. Je pense que c'est cette qualité qui fait cela. C'est-à-dire que on prend le temps, c'est un peu comme si on est là, on attend, même s'il y a des silences, même si c'est un peu lent, finalement, on va se mettre au diapason de celui que vous interviewez. Et finalement, l'émotion, en fait, va tout naturellement arriver parce que on n'est plus tourné sur nous, en fait, on est au rythme de la personne que vous interviewez. Et ça, je trouve que c'est très, très fort dans vos documentaires. Merci. Voilà. C'est ce que, c'est pas entre guillemets un effet que je cherche, mais c'est aussi une façon de honorer ce contrat qu'on a, le filmé et le filmeur. Il me fait confiance, il me livre son histoire, et à moi de ne pas faire du hachis parmentier, quoi. Il y a cette tendance de ne plus avoir... on a tendance à ne plus avoir la patience face à l'autre. Dès qu'il y a une petite hésitation, on veut couper, mais c'est souvent... J'adore aussi regarder les gens réfléchir quand ils parlent, parce que ça nous permet de suivre leurs pensées. Si c'est tout sorti comme dans un livre, ça devient vite le cours magistral. Oui, ça manque de vie. On n'est plus dans la vie, en fait. Alors, qu'est-ce qui donc, ce qui vous anime le plus? Alors, on va peut-être parler à travers de l'avion du lac. J'aimerais bien que vous puissiez aussi partager avec les auditeurs ce que vous avez vécu, ce qui vous a animé dans ce documentaire qui est l'avion du lac. On peut parler des trois, on n'est peut-être pas obligé de... Alors, je vais essayer de faire vite, parce que déjà pour l'avion du lac, en fait, il y a deux versions. Il y a une version, l'avion au fond du lac, et l'avion du lac, donc une version plus courte, une plus longue. Alors, on parle du lac du Bourget. Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, il y a un avion dans le lac. Voilà, donc il y a un avion au fond du lac, un avion qui est tombé là-dedans fin mars, le 30 mars 43. Et moi, la toute première fois que j'ai entendu parler, je pensais, waouh, scène de guerre au-dessus du lac, quelqu'un a tiré et c'est tombé. Et puis c'est pas du tout ça, c'était un avion d'école. En fait, à Lyon-Bron, il y avait une école d'aviation où les Allemands à l'époque avaient instauré des équipes pour faire la formation de leur radio. Et ils avaient pris pour habitude de survoler la région. Et au-dessus du lac du Bourget, ils aimaient s'amuser. Ils faisaient des rasemottes sur le lac, ils faisaient peur aux pêcheurs. Et un jour, vraiment, le lac était extrêmement plane, pas de vent, donc ça devient comme un miroir. Et c'est très très difficile de savoir si la distance, la hauteur qu'on a. Et donc apparemment ils ont
Ils ont craché. Et donc, il y avait 4 personnes dans cet avion. 2 sont morts lors de cet accident et 2 ont survécu. Et moi, j'ai, entre guillemets, utilisé cette histoire pour faire le portrait de 2 jeunesses. Comme une espèce de face-à-face. Il y a les jeunes Français qui, à l'époque, étaient appelés au STO, au service de travail obligatoire. Et quelque chose où on pouvait difficilement s'en échapper. Soit on prenait la décision, je prends le maquis, mais avec tous les risques que ça implique. Soit je suis envoyée en Allemagne et avec tout ce que ça peut impliquer également. Et en face de ça, ces jeunes Allemands, on avait trouvé on a eu l'album photo d'un des soldats qui avait survécu et ce qui choquait vraiment quand on feuilletait, on avait l'impression qu'ils étaient en vacances. C'était des photos de touristes. Et on s'est dit, à ce point-là, une période, je dirais, relativement calme et paisible, enfin, avec tout le recul qu'il faut prendre, mais pour eux, force d'occupation, qui arrivait en formation, donc la formation, on fait pas ça dans un pays où on est en guerre, c'est là où la situation est relativement calme. Et ce qui m'a totalement frappée, je dis, mais pourquoi ces pêcheurs, ils ont essayé de sauver les aviateurs? Pourquoi ils ne se sont pas dit, on pourrait les laisser couler et puis ça ferait toujours quelques-uns de moins? L'humanité était certainement plus forte, heureusement. Hein. Et les gens autour du lac, ils m'ont dit, mais on ne laisse pas quelqu'un se noyer. Oui, mais alors, d'après dans votre documentaire, donc finalement, nombreux étaient d'accord pour les sortir de l'eau, les sauver, mais peu étaient d'accord pour les accueillir chez eux pour la suite. Oui, c'est là que ça devient une autre paire de manches. Parce que là, ils sont là avec l'uniforme. Ils se disent, oula, si on les prend... Ça implique tout un coup... D'autres réalités. Voilà. Et ce qui était intéressant, donc là aussi, j'étais comme une détective. Donc j'étais dans les archives. J'avais trouvé le rapport de la gendarmerie à l'époque. Et vous avez 11 personnes qui donnent un rapport oculaire de ce qu'ils ont vu ce jour-là. Et là, vous avez l'impression qu'on vous découvre ça au plein milieu des archives. C'est Noël, c'est tout en même temps, parce que c'est une telle trouvaille. Vous avez l'impression que vous ouvrez la fenêtre, vous retournez en 70 ans en arrière, d'un coup, et pouvoir remettre des gens face à face. On a trouvé la famille d'un des aviateurs morts qui ne savait pas ce qui s'était passé, qui n'avaient aucune idée. Donc, ils sont revenus ici. Ils ont rencontré les gens qui ont cherché Monsieur Pulou, qui avait cherché pendant des années cette épave, qui ont fait tout un puzzle de cette histoire déjà, et qui ont enfin pu avoir des réponses à ce qui était devenu leurs membres de famille. Et c'était assez incroyable. Et peut-être que vous pouvez aussi parler finalement de l'importance aussi du rôle de vos documentaires auprès des familles, auprès de même peut-être ici des personnes qui ont finalement recueilli ces Allemands. Alors, on a fait plusieurs projections publiques après. Bon, ça fait un peu de remous dans les villages autour. C'est un peu normal. En Chautagne ? Oui, tout à fait. De l'autre côté, c'est pas chose. C'est oh là là. Oui, ça reviendra. Voilà. Mais finalement, parce qu'on m'a toujours dit cette phrase, personne n'en parlait, mais tout le monde a entendu dire. Et moi, à un moment donné, je dis, mais c'est totalement paradoxal. Alors, soit vous en avez parlé, soit comment vous pouvez entendre des choses si personne n'en a parlé. Et le film, il a un peu remis les choses sur la table. Et après les remous, tout le monde me disait un peu, ça a quand même fait du bien. Ça a permis de tourner une page. Alors, est-ce que vous pensez que aussi dans votre travail, dans votre rôle finalement de réalisatrice de documentaire, en lien avec l'histoire, vous faites, j'allais dire, vous rafraîchissez peut-être la mémoire, vous éclairez peut-être des zones d'ombre. Comment vous voyez votre rôle au-delà finalement du documentaire en lui-même? Alors, pendant longtemps, j'ai jamais regardé ça de loin, mais
à un moment donné, en prenant du recul et en regardant les films que j'ai faits, je me dis, mais finalement, quasiment, peut-être pas tous, mais un grand nombre pourraient avoir un petit sous-titre « Réparer le passé », point d'interrogation. C'est joli, réparer le passé. Ricky, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, moi, je suis d'autant plus fasciné que le témoignage d'Ania me renvoie à une espèce d'impression que je suis un gros consommateur de documentaires là depuis en fait la période Covid. J'ai trouvé un loisir qui me nourrit en même temps. Et force est de constater que d'abord tous les Allemands n'étaient pas des nazis et c'est bien de le rappeler. Il y a une réalité allemande, il y a une réalité nazie qui est beaucoup plus sectaire, beaucoup plus concentrée. La deuxième, c'est que beaucoup de documentaires témoignent de ce que beaucoup d'Allemands choisissaient la France comme territoire d'incorporation pour des raisons poétiques. Je veux dire, on peut ne pas être en accord avec ça, mais je vois beaucoup de documentaires où les Allemands arrivent en disant « Ah, j'ai vu la tour Eiffel, je peux mourir ». Ils viennent là, mais il y en a un qui va boire un Pétrus et qui va dire « Bon, mais c'est bon, j'ai gagné mon truc parce que j'étais à Bordeaux, j'ai bu un Pétrus ». Et l'humanité, c'est aussi ça, c'est-à-dire que les choses ne sont jamais totalement ce qu'elles paraissent. Moi, j'aime bien le trouble des gens qui, dans un réflexe humain profond, sortent des gens de l'eau, et puis ensuite découvrent qu'ils se sont mis dans un dilemme terrible parce que c'est l'ennemi. Ben ouais. Mais on est allé sortir l'humain, et puis une fois qu'on l'a sauvé, il est redevenu l'ennemi. J'aime bien cette... Ouais, il y a quelque chose de très profond qui a parlé, et puis le calme est revenu, l'animalité reprend l'ensemble de cette C'est ça, histoire. en fait, c'est la raison, c'est la spontanéité de ce qu'on est, aussi, qui s'oppose en fait à la raison. Et quand on regarde, c'est le village de Conju qui a sauvé ces aviateurs. C'est un village où c'est magnifique, vraiment petit, mais les maisons sont collées les unes à côté des autres. J'ai envie de dire, on entend penser son voisin. Donc là, c'est compliqué quand on est vraiment en désaccord politiquement lors d'une période en crise comme ça, violente. Comment on garde le cap ? Mais en même temps, les humains savent que la politique porte en elle une part de folie. Tous les humains le savent. Que la politique les met régulièrement dans des situations qu'ils n'assument pas totalement. Une guerre, c'est quand même un phénomène extrêmement massif qui s'attaque à des parcours individuels, à des histoires de famille, à des histoires amicales, Je prends le cas des Alsaciens, mais je suis sûr que pour eux, c'est terrible depuis 2 siècles d'être ballottés comme ça et d'être toujours le canard un peu étrange selon qu'on est allemand ou français, selon les périodes de l'histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? J'aime bien l'idée, par exemple, que il y a une mémoire allemande, il y a une mémoire du passage des Allemands en Afrique qui a été complètement balayée par, je dirais, le côté un peu spectaculaire de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu les Allemands au Rwanda, au Togo, en Namibie, au Cameroun. Et je le dis pourquoi ? Parce que le christianisme est arrivé au Cameroun par le protestantisme allemand. C'est-à-dire que ça ne raconte pas seulement des histoires de guerre et de machin, c'est aussi des histoires d'influence culturelle par des créneaux qui ne sont pas très très visités. Et donc sur les côtes au Cameroun, il y a encore des familles qui baptisent et prénomment leur enfant Otto, Karl, voilà, et ainsi de suite. Parce qu'ils sont protestants, parce qu'ils ont une filiation culturelle plutôt germanophile. Bon, moi, je crois qu'il va y avoir d'autres documentaires à faire, Anya. Ouais, et que même peu de Camerounais ont cette conscience-là de la manière dont les choses s'organisent. Et donc, faire mémoire, c'est finalement inviter à une espèce de table tous les arbitraires qui vont composer une espèce de vérité provisoire. Parfaite transition, Ricky James, pour faire la deuxième pause musicale avec Zebda, le chant des partisans. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Vous êtes nous sommes toujours en direct dans l'épicerie culturelle du territoire et aujourd'hui nous parlons de la mémoire, du devoir de mémoire. Alors on a écouté Anya aussi, réalisatrice de plusieurs documentaires.
On a parlé de l'avion du lac. On aurait pu encore en parler d'autres. Malheureusement, on est quand même un peu en temps limité. Alors, bien sûr, il y a un mur gravé de mémoire. On parlera peut-être ou peut-être rapidement, tu peux peut-être nous dire aussi ce qu'il en est. Donc, un mur gravé de mémoire. Alors, c'est un film que j'ai fait avec des personnes, des membres de famille, des personnes qui ont été tuées lors du massacre du 20 août 1944 à Saint-Genis-Laval. Et ce qui m'avait frappé lors de cet événement, c'est un grand massacre. On sait jusqu'à aujourd'hui pas tout à fait combien de victimes il y avait, à peu près 120. Mais c'est relativement peu connu. C'était pas un massacre oublié, mais peu connu. Et j'ai éprouvé le besoin d'en leur parler, donner, leur donner la parole. Ouais, c'est ça? Tout à fait. Et donc, j'espère que ce film, qui pour l'instant est diffusé en DVD seulement, qu'il retrouvera quand même au moins son public régional. On commence à faire quelques projections publiques, parce que là aussi, la pandémie ne nous a pas aidés. Alors c'est aussi ça, tout l'intérêt de faire mémoire, c'est aussi donner la possibilité de revoir des images, d'en reparler, de réfléchir à nouveau, pourquoi ça a été fait, comment on peut réparer. C'est aussi le travail de mémoire que tu fais en étant réalisatrice de ces documentaires, mais aussi avec nous David Bonin. Qui on se redit bonjour, David. Bonjour. J'ai l'impression qu'on s'était un petit peu perdu de vue pendant quelques minutes. Non, je suis bien présent. J'écoute avec attention. Très bien. Alors David, pour rappeler qui tu es, donc un vrai musicien, pianiste et organiste depuis les années 2000, c'est ça. Donc ça fait plus de 20 ans. Il n'y a pas de faux musiciens, je crois. Il n'y a pas de faux musiciens. Plus de 20 ans, en tout cas, que tu exerces ce métier. On est vrai. Tant qu'on joue, on est vrai. D'accord. Oui. Alors, par rapport à en tout cas, avec le groupe Trouze que tu as créé, oui. Tu donnes aussi à ta musique un caractère engagé. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, c'est arrivé par le biais de la musique. Et tout est arrivé par le biais de la musique et de la danse chez moi. C'est une vibration. Mais avant d'en parler, je voudrais revenir sur ce que disait, sur le témoignage d'Ania et ce qu'a dit Ricky tout à l'heure sur la politique. Par rapport à l'accès à la culture. Les Allemands étaient en France, ils ont profité, ils ont aimé la culture française. Ils étaient bien en France parce qu'ils aimaient la culture française. Ça représentait quelque chose comme un Graal pour eux. Et cette culture, c'est ce qu'on a enlevé, c'est ce que les régimes autoritaires et les dictatures notamment ont enlevé au peuple pour pouvoir l'assujettir. Et c'est ça qui fait la grande différence justement entre l'humain et la personne qui est esclave finalement d'un autre ou d'un régime, à mon avis. Donc, j'aime bien cette idée de l'assujettissement. Ah oui. Parce que oui, comme conséquence, c'est une conséquence subtile, mais c'est bien ce qui se produit. On est d'accord. Couper les pattes de l'imaginaire, ça permet de reconditionner les gens dans un sens. Et oui. Et c'est aussi les couper de leur mémoire d'une certaine manière. Exactement. Absolument. Exactement. La culture, ça vous coupe de tout. Ça vous coupe de vos sentiments, ça vous coupe de vos émotions, ça vous coupe de votre entourage et de l'amour. Et donc je suis arrivé par cette vibration qui est la musique afro-américaine, africaine-américaine même pour tout dire, parce que c'est plus comme ça qu'il faut l'appeler. Et progressivement, depuis que je suis ado, j'écoute cette musique et je suis revenu aux sources par le blues et par la funk. J'ai dansé, je faisais de la danse de rue et puis je faisais de la musique et c'est cette musique que j'ai toujours aimée, cette musique africaine-américaine, par le jazz, la funk, la soul. Et puis, finalement, ces derniers temps, j'ai écrit, grâce au confinement aussi, j'ai écrit tout un répertoire dans cette formule qui est le trio orgue, guitare, batterie, qui, elle, contient des ingrédients de l'Afrique, de l'église baptiste, avec l'orgue à monde, et de la guitare électrique,
qui elle rappelle aussi la base de ce qu'utilisaient les Noirs aux États-Unis, avec ce bout de planche et puis 3 cordes accrochées, et qui leur permettait de s'accompagner pour chanter le blues. Et en écrivant ces chansons et au fur et à mesure qu'on les jouait, j'ai eu petit à petit comme un besoin de connaître d'où venait tout ça, quoi. Même si j'en connaissais un peu déjà. De mettre du sens sur ce que tu faisais. Exactement, sur la spiritualité de cette musique, qu'est la soul music. Parce que cette musique est arrivée à un moment où le mouvement des droits civiques aux États-Unis a pris naissance, notamment à Montgomery, avec Rosa Parks, qui a refusé de laisser sa place dans un bus aux États-Unis, même si elle n'a pas été la première. Il y a une autre femme avant, mais qui était moins représentative de la sagesse, entre guillemets, d'une africaine américaine sur le sol américain. Et là, tout s'est déclenché. C'était déjà en train de bouillir parce qu'on était dans un état où il y avait la ségrégation, où c'était separate but equal, c'est-à-dire oui, on est égaux, mais on est séparés. Il y a une place pour les blancs et une place pour les noirs. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Oui, merci de résumer. mais c'était horrible. Il y a des photos, allez les voir, mais tout était séparé. Et dans le bus, tout le monde était séparé. Il y a des quotas qui étaient écrits, la loi. S'il y en a 2 qui rentrent, il y en a 4 qui se lèvent, et ainsi de suite. Et cette musique de soul, elle est arrivée parce que les Noirs avaient besoin de faire valoir leur identité par la musique. Le blues avait été accaparé par les Blancs, ils l'avaient transformé, il s'était accaparé, finalement, elle était moins représentative de ce que l'homme noir, dans sa tristesse par rapport à l'esclavage, voulait faire entendre. Et la soul, c'était le message des enfants, des baptistes, des pasteurs, pour la plupart, Aretha Franklin, Sam Cooke, Ray Charles, Marvin Gaye. Tous ces acteurs principaux étaient enfants de révérends, et ils ont apporté cette nouvelle vibration, et ils sont arrivés à point nommé dans l'industrie du disque aussi, avec la Stax, et tout ça crée une cohésion, une unité dans ce combat pour l'égalité. Alors toi, tu as apporté quand même ta pierre à l'édifice à ce combat-là, puisque je crois que aussi il y a une diffusion d'images. Enfin, raconte-nous un petit peu ce que tu fais, tes actions plus concrètes aussi, ton engagement plus concret. Alors, la musique qui a été écrite, elle est complètement influencée pour finir avec la musique, parce que finalement, on parlait aussi tout à l'heure de culture, on disait, mais de préhension de comment, avec mes yeux, je ressens la mémoire. Mais oui, moi, je suis humain, je vois des choses, et ensuite, je veux partager ce que j'ai vécu avec mon ressenti. Et j'ai écrit cette musique, elle est fortement influencée par tout ce que j'ai entendu, forcément. Comme toutes les musiques qui existent aujourd'hui, c'est rare de trouver aujourd'hui quelque chose qui n'est pas influencé par quelque chose qui existait auparavant. Si, il y a Aya Nakamura, ça, on n'a pas vu ça avant. Et peut-être qu'on le reverra pas de sitôt. Ah oui, d'accord. Bon, je vais plus écouter. Mais chez nous, on dit pareil. Tout a déjà été filmé. Mais il y a toujours des surprises. Quand j'ai appris que Aya Nakamura était la meilleure vendeuse française en streaming, je t'avoue que je suis un peu tombé. Oui, mais finalement, c'est tout en l'honneur aussi de toute cette population qui veut, et qui, grâce à la musique, grâce au sport auparavant, il y aurait tant à dire, c'est vrai, il faudra faire 3 autres émissions là-dessus, mais grâce au sport, au début, c'était ça qui faisait la différence. C'est comme ça qu'il y a eu des représentants qui ont été des fers de lance pour la population africaine-américaine. Ça part d'un inconscient dominant qui ramenait au corps systématiquement les gens dominés pour les priver de la sphère spirituelle. Et puis par un effet de résilience, les gens se sont servis de ces sphères-là pour pouvoir dire
Oui. Bah, c'est un peu un résultat pas escompté, mais qui se produit quand même. Oui, parce que de toute façon, ce qui faisait la différence, c'est le physique, c'est la peau. Oui. La goutte qui faisait la différence, la goutte de sang. Alors, pour en revenir à ta question, Anya, autour de cette musique, finalement, est née cette curiosité qui date de longtemps. Et finalement, je me suis dit, mais il y a un message là qu'il faut faire valoir, qu'il faut augmenter par d'autres biais que la musique, même si elle ouvre à l'imagination. La musique instrumentale laisse la place à l'imagination plus que les mots, mais il y a des mots qui sont importants à dire et à faire entendre. Et c'est pour ça que j'utilise déjà des samples de Martin Luther King, de Malcolm X, qui vont être diffusés à des moments précis à l'intérieur du concert, qui finalement est en train de devenir un spectacle, parce que je veux aussi passer des messages vidéo, aussi courts soient-ils, au début, pour montrer ce que c'est que l'arrachement d'un être à sa terre, pour le mettre dans un bateau et l'envoyer de façon raccourcie d'ailleurs, l'envoyer à travers l'océan pour l'esclavager, le rendre en esclavage pendant 200 ans, puis ensuite lui dire après une guerre de sécession, ah bah là maintenant tu auras plus un rond, sauf si tu décides de travailler au journalier et puis de continuer à être esclave finalement, parce que tu n'as pas le choix. Et puis ensuite d'être sous le joug de la police, parce que il y a cet racisme qui a été engendré par cet esclavage et qui finalement a créé toute cette énergie de vouloir sortir de tout ça, au-delà de la haine que ça peut engendrer. Alors justement, on a Christiane Matos qui est avec nous en direct. Vous êtes là, Christiane ? Oui, je suis là. Alors, qui va aussi pouvoir en parler. Pour vous présenter, Christiane, donc vous êtes originaire de Martinique. Vous vivez à Mont-Soleil-Mines depuis 1971, donc ça fait un petit moment. Et vous avez été saluée et décorée aussi par votre dynamisme. Vous êtes élue à la mairie. Vous êtes présidente de 2 associations, les Amis des Antilles, et une association pour le combat pour l'abolition de l'esclavage, pardon. Et aujourd'hui démarre un festival dont vous êtes à l'initiative, qui est le Festival des Outre-mer, et qui est cette année consacré à l'abolition de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Eh bien, le festival en lui-même, c'est autour des commémorations de l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Et nous sommes à la 13e édition de ce festival qui met en valeur cette page d'histoire. Maintenant, alors, en quoi pour vous c'est important de faire mémoire, ce devoir de mémoire? En quoi pour vous il est important? Alors, c'est important pour nous de faire devoir de mémoire, parce que je le dis toujours, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et heureusement que nos ancêtres se sont battus pour nous permettre aujourd'hui de vivre comme nous vivons. Eux, ils ont eu des traitements que nous ne connaîtrons jamais, mais seulement on peut pas oublier ça. Et pour moi, faire hommage à leur mémoire, pour moi, c'est une façon aussi de dire pardon et merci aussi. Merci beaucoup d'avoir eu tout ce courage, non, d'avoir souffert pour nous, et on veut pas les oublier. On veut pas les oublier. On veut certainement que ça continue à se perpétuer. C'est pourquoi je suis dans la transmission, et de façon à ce que même les enfants d'aujourd'hui, les enfants des écoles, puissent connaître cette page d'histoire. Et donc, ce matin, nous étions à Digoin, et même une petite m'a interpellée en me disant, mais nous avons de la chance d'avoir eu, de pouvoir aller à l'école aujourd'hui et de pouvoir obtenir tout ce que nous obtenons, et cette liberté. Cette notion de liberté, c'est ça qui est important. Donc c'est aussi un vrai travail de sensibilisation que vous faites auprès des scolaires. Tout à fait, une sensibilisation auprès des scolaires, puis une sensibilisation collective, parce que les communes qui ont adhéré à ce travail avec nous ont été aussi au départ plutôt, allez, on va dire, où est-ce qu'on va, quoi. On n'était pas tout à fait, on s'est dit, mais pourquoi ils viennent nous parler de ce genre d'histoire d'esclavage? On n'a pas connu l'esclavage, on n'a pas de descendants d'esclavage, et pourquoi ils nous en parlent? Alors, il a fallu beaucoup d'explications.
Et si bien que les communes ont adhéré parce que ça met en valeur le patrimoine culturel de la Saône-et-Loire et ça met aussi en valeur les petites communes, une commune rurale, ces petites communes ruraux qui ont vécu, qui ont accueilli ces personnages dans leur terre. Donc c'est pour ça que même Toulon-sur-Aoû et le maire de Toulon, qui est aujourd'hui monsieur Bernard Labrosse, il a marqué à l'entrée de sa ville Toulon-sur-Août, terre d'abolitionnistes, terre de l'abolition de l'esclavage. Ah oui, il y a une vraie reconnaissance. Ah oui, une reconnaissance totale. Et sur la plaque que nous avons actuellement, nous avons marqué la Saône-et-Loire, terre d'abolitionnistes. Donc nous ne sommes pas du tout dans la rébellion, ni dans la revendication, Non, nous sommes dans l'information, dans la transmission, et puis aussi dans le développement, dans l'événementiel. Sur le plan culturel, parce que ça nous donne des idées. Nous avons envie d'échanger avec, bien évidemment, autour de bien des choses, la cuisine, la danse, des traditions. On aura des ateliers de fabrication de tenues traditionnelles. Donc, ça met en lien des gens. C'est vraiment, et même les communes entre eux, ils se connaissaient pas. Ça crée du lien, ça crée du lien en plus. Je vous coupe, Christiane, parce qu'il y a Ricky James qui est ici, veut intervenir par rapport à ce que vous avez dit. Oui, Christiane, bonjour, si vous m'entendez. Bonjour. Oui, je voudrais juste avoir en partage avec vous 2 idées qui émanent de ce que je vous ai entendu dire et voir un peu quel est votre ressenti. La première concerne le devoir de mémoire. On est d'accord que le passé étant révolu, la fonction du devoir de mémoire, c'est de repenser un avenir possible. Est-ce que vous l'entendez comme ça ? C'est-à-dire ne pas réinventer le passé, reconstruire, relire, mais se servir d'un passé donné pour inventer un avenir qui soit meilleur. S'approprier de son passé, c'est notre force, hein. C'est vraiment s'approprier de son passé pour avancer, pour dire plus jamais ça. Et autre chose. Nous ne sommes pas dans la revendication. Voilà. Et autre chose, et là, c'est peut-être la partie qui peut être revendicative. Des fois, le devoir de mémoire a pour fonction d'enquêter sur les séquelles du mal qu'on veut combattre. C'est-à-dire que si 2 siècles après l'abolition des esclavages, on constate, je vous donne un exemple, par exemple, la répartition des ressources est restée là, même dans les Antilles françaises, bien que la situation ait juridiquement évolué, ça mérite questionnement, non ? La répartition des ressources. On dit, on fait un petit travail à notre niveau. Nous ne sommes ni historiens, ni chercheurs, ni conférenciers. Nous sommes simplement des simples militants de terrain. Et à partir de là, maintenant, chacun va s'approprier du travail que nous avons fait pour évoluer, pour faire évoluer les choses. Parce que nous, ce qu'on a envie de faire, oui, c'est un vrai travail de sensibilisation. Pour sensibiliser les dirigeants, les responsables, parce que nous n'avons aucun pouvoir. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est la passion de dire. Rapidement, Christiane, je trouvais très intéressant aussi, vous avez créé cette route de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire, donc qui passe à travers 3 ou 4 villes, je crois, de Saône-et-Loire. 11 villes de Saône-et-Loire. 11 villes. Vous voyez, j'étais loin du compte. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer comment ça fonctionne, qu'on puisse avoir une idée? Sur chacune de ces villes où nous sommes passés, nous avons posé avec, bien sûr, l'accord des municipalités, puisque maintenant, ce travail de mémoire est rentré dans la programmation culturelle de nos villes de Saône-et-Loire. Et dans chacune de ces villes, nous avons posé une plaque qui explique le pourquoi de l'intégration de cette ville. Alors, par exemple, Général Lavaux, nous venons de sortir devant sa maison natale. Anne-Marie Javoué, nous allons visiter sa maison aussi à Cluny. Mélie-Lamartine, nous irons visiter aussi la demeure de Lamartine. À Meunier, où il a été donc enseveli, nous allons y passer. Le tombeau aussi à Saint-Point. Donc, chacune de ces villes, Toulon-sur-Août avec le cahier de doléances, chacune de ces villes ont une page d'histoire bien spécifique et par L'aumonial, bien évidemment, avec Pierre Moreau, qui était le premier précurseur à dénoncer donc cette tragédie, donc l'esclavage. Donc chacune des villes. Je suis obligée de vous couper, Christiane, parce que le temps passe, et là on est en toute fin d'émission. J'aimerais juste. Moi, j'ai juste une chose à dire, parce qu'en écoutant Catherine et Ricky et David,
j'ai pensé à une chose, la grande différence entre faire mémoire, nous à notre niveau très individuel, c'est vraiment être à l'écoute pour que on ne fait pas continuer les conflits et la juxtaposition. C'est tout le contraire des gens qui actuellement essayent de réécrire l'histoire. Ah Ouais, c'est très important Parce de que le dire. Faire mémoire permet, alors ça c'est mon expérience en général, on en sort et ensemble on peut continuer le chemin. C'est-à-dire il n'y a plus les adversaires d'antan, mais on a fait chacun notre travail et on est plus riche, on est prêt à avancer chacun ensemble. C'est un grand partage culturel, événementiel. C'est festif, mais en même temps, c'est éducatif, instructif. Et après, moi, je dis que le but, c'est de faire savoir. Se faire savoir que ça existait. Nous n'avons rien inventé. Ça a existé. Je suis en direct. Alors, peut-être un mot pour conclure sur ce thème. Oui. David? Oui, mais vous avez parlé de courage, pas oublier d'où on vient, les traitements humains, faut pas oublier l'esclavage moderne. Donc c'est grâce à cette information, à tout ça qu'on pourra lutter contre l'esclavage. Alors on parle de l'esclavage, mais aussi on pourrait parler d'autres périodes de l'histoire avec d'autres événements. Moi, j'ai envie de rendre justice à Henri IV, qui pour moi est le plus grand roi de France. Mais les Français se souviennent de lui pour la poule au pot, je trouve ça scandaleux. C'est un mec qui a fait don de sa foi, il est passé d'un protestantisme indiscutable à je fais don même de ma dignité pour la France. En plus de cela, nous avons mis en place quand même des grandes messes créoles. Donc, nous sommes dans la culture, dans le passage et dans la transmission des grandes messes, tout en créole pour commémorer et comme les chantés Noël de Gérard Toto. C'est magnifique, hein. Alors, dimanche 8, c'est la grande messe créole de lancement pour le festival, hein, en mémoire de nos victimes, hein. Je vous dis merci Christiane Matos, merci à tous, Anya Unger, David Bonin et Ricky James, merci d'avoir participé. Merci à tous les auditeurs aussi de nous avoir suivis. C'est toujours un petit peu frustrant parce qu'on dit jamais assez tout ce qu'on aimerait dire. Une heure passe très très vite, mais il est déjà l'heure de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Pour ceux qui souhaitent réécouter l'émission, un podcast est disponible sur la page YouTube de Radio Grand Lac. Soyez patients, il faut attendre 3-4 jours, je crois, pour qu'il soit en ligne. Merci Jean-Pierre, à toi aussi à la technique, hein, sans qui on serait bien embêtés, je serais bien embêtée. Retrouvez-nous également sur les pages des réseaux sociaux. On vous donnera des informations aussi, des références de documentaires, des musiques sur lesquelles on aurait pu aimer s'étendre un peu plus aujourd'hui, mais le temps limité a fait que nous a restreint en fait à les évoquer seulement. Vous pouvez en tout cas vous pourrez trouver tout ça, je vais y arriver, sur notre page Facebook. On va se quitter en musique avec Nina Simone, To Be Young, Gift and Black. Merci beaucoup. Merci Christiane. On vous attend.